Alors maintenant, on passe au topo du professeur Gilles Houfnagel qui va installer ses diapos. Pendant ce temps-là, je voudrais juste vous redire qu'on est là à un séminaire de l'Académie de chirurgie avec la collaboration de la Société française de chirurgie oncologique. Et on est dans ces locaux avec toute l'intendance qui est autour, grâce à notre partenaire Vifor Pharma. Il y a deux topos après qui vont suivre, qui sont très importants, parce qu'en fait, en chirurgie oncologique, on a souvent à opérer des patients qui ont déjà eu des traitements et qui arrivent au bloc opératoire, soit du fait de saignements qui les amènent au diagnostic, soit du fait de traitements médicaux, qui arrivent au bloc opératoire avec une anémie, alors qu'on a tous les efforts de préhabilitation, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des efforts, on leur fait faire de la gymnastique, on les fait réalimenter, et on les trouve à 9 grammes, et dès le premier quart d'heure de chirurgie, ça y est, ils sont passés à 7 grammes, on commence à parler transfusion, et on n'a pas encore cette politique, cette discipline de faire aussi bien attention à l'anémie préopératoire qu'à tous les autres paramètres qui sont la préhabilitation et qu'on reverra ensuite avec Eric cet après-midi sur la réhabilitation améliorée. Donc le topo de Gilles et ensuite deux topos qui vont nous amener avec notamment un collègue chirurgien qui va nous amener à cette réflexion profonde sur la prévention de l'anémie préopératoire. Gilles, c'est à toi, tu as exactement 10 minutes. Ça a diminué. Merci Jean-Marc. Donc, tout d'abord, un petit mot sur l'évolution de la SFCO, puisque c'était la section française. On est quelques-uns à avoir créé la SFCO il y a un peu plus de 10 ans. Et cette session de l'Académie de chirurgie avec la SFCO est un bon exemple de l'évolution de ce qui peut être fait. Cette communication sur la RCP, la concertation pluridisciplinaire, vient finalement après, ça a été modifié, mais après plusieurs exemples de stratégies thérapeutiques, et c'est peut-être bien pour maintenir dans le temps. Alors les RCP, elles sont réalisées en post-chirurgie depuis de très nombreuses années pour déterminer la stratégie thérapeutique. Ce qui est plus récent, c'est les RCP pré-thérapeutiques. Et on va voir quel est le rôle du chirurgien, les objectifs, quand, comment, dans la réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, bien sûr, les personnes qui sont là, je pense qu'il n'y a pas à les convaincre du rôle du chirurgien dans ces réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est déjà fait. Par contre, la majorité des oncologues, je pense que ce soit radiothérapeutes ou cancérologues médicaux, sont d'accord pour dire que le rôle du chirurgien est capital. Il faut quand même convaincre l'ensemble des chirurgiens qui n'ont pas forcément une activité complète, exclusive ou prépondérante de cancérologie, du rôle important du chirurgien. Et puis, bien sûr, comme ça a été dit en introduction, le grand public et les médias dans des émissions où on peut oublier le rôle de la chirurgie et des chirurgiens dans la prise en charge cancérologique. Alors, tout d'abord, les RCP pré-thérapeutiques, les objectifs. C'est bien sûr de déterminer une stratégie thérapeutique après le plus fréquemment un diagnostic initial sur biopsie, déterminer le bilan local et régional, le bilan d'extension au préalable s'il doit conditionner la stratégie thérapeutique, puisque parfois il peut être réalisé après. Et avec ces éléments, donc le but, c'est de déterminer le chirurgien avec les autres spécialités, la stratégie de traitement pour envisager un plan personnalisé de soins. Donc, globalement, ça va être une chirurgie première à visée diagnostique pour déterminer le stade de la maladie et ensuite la stratégie, ou une chirurgie première thérapeutique. Les traitements néoadjuvants, on a vu plusieurs exemples depuis ce matin, que ça soit sur le sein, l'ovaire, le digestif. Et les bilans complémentaires après un diagnostic, puisqu'il peut y avoir nécessité d'autres examens radiologiques, d'autres biopsies, et donc les exemples qui sont cités. Alors, quel est le rôle du chirurgien ? On peut revenir sur le cancer de l'ovaire. On a vu le rôle de la célioscopie à visée diagnostique, la réponse de l'extemporané, on a vu bénin-malin, mais on ne va pas avoir le type histologique. Donc le plus fréquemment, c'est une célioscopie à visée diagnostique avant de déterminer la stratégie. Donc le diagnostic pathologique, l'extension péritonéale avec tous les scores, et la résécabilité R0 ou CC0. Pour déterminer si on va faire une chirurgie première, une chirurgie d'intervalle, par exemple, et puis l'inclusion dans les essais.
L'évolution, on l'a vu avec Christophe, de la chirurgie dans le cancer de l'ovaire, bon, qui est un des exemples. Je suis d'accord avec lui que la chirurgie, elle va très certainement diminuer, ou en tout cas en fréquence, ou en tout cas grandement se modifier. Peut-être pas disparaître, mais se modifier. Il n'en reste pas moins que le chirurgien doit connaître les scores, les classifications, doit être apte à faire un compte-rendu opératoire type, donc doit être assez spécialisé. Et on a vu l'évolution très rapide dans ce domaine des données de la littérature. Alors ça va être facilité par les seuils qui vont se modifier, par exemple sur l'ovaire, qui vont passer en principe à 30 par an, alors que c'était un seuil global de gynécologie 20 par an. Donc forcément, ça attire les chirurgiens qui vont pratiquer ce type de chirurgie vers une plus grande spécialisation. Et puis, bon, il faut bien sûr suivre la mortalité, morbidité et l'impact que ça peut avoir sur les délais de prise en charge de chimiothérapie. Le rôle du chirurgien, si on prend l'exemple du sein, on l'a vu ce matin, en particulier avec Jean-Philippe Spano sur les indications du traitement néoadjuvant. Et là aussi, il y a des modifications récentes qui font apparaître des nouvelles indications beaucoup plus larges du traitement néoadjuvant pour des tumeurs agressives par leurs caractéristiques pathologiques qu'on a sur la biopsie. Et d'ailleurs, en revenant sur l'ovaire, probablement l'amélioration des stratégies de néoadjuvante ou de chirurgie première ou de chirurgie d'intervalle vont apparaître pour des sous-types tumoraux mieux déterminés, comme c'est le cas pour le sein qui est le cancer du sein, qui est un très bon modèle cancérologique du fait de sa fréquence et des nombreuses études qui ont été réalisées. Alors le rôle du chirurgien dans une indication néoadjuvante, il y a l'examen clinique bien sûr initial, l'exploration axillaire, quel que soit ce qui soit décidé, le repérage de la ou des tumeurs, puisque après on peut ne plus avoir aucune cible thérapeutique visible cliniquement ou radiologiquement, et tout ça va avoir une conséquence sur le geste ultérieur. Et donc, le chirurgien se doit de se tenir au courant, qui pratique ce type de chirurgie, comme pour l'ovaire, des nouvelles données et donc des modifications des stratégies thérapeutiques et participer, bien sûr, à la prise en charge avec les autres spécialités oncologiques de la stratégie thérapeutique. Là aussi, il va y avoir une modification des seuils qui va conduire les chirurgiens à se spécialiser de plus en plus. Ce qui est envisagé, c'est une centaine par an. Et bien sûr, le rôle du chirurgien est extrêmement important, et on l'a vu avec la première communication de ce matin sur le dispositif et consultation d'annonce. Réunion pré-thérapeutique de concertation pluridisciplinaire, quand on l'a réalisée, elle est recommandée maintenant dans tous les cas. Alors, il est capital de ne pas faire l'impasse, on l'a vu sur des examens pré-thérapeutique indispensable. Donc ça peut être un rappel à l'ordre si des examens n'avaient pas été complètement réalisés, puisque les biopsies qu'on a initialement percutanées, par exemple pour le sein, on peut ne plus avoir de matériel secondairement. Et c'est important à la fois pour déterminer du néoadjuvant et à la fois pour caractériser les traitements qui vont être pratiqués au moment avant la chirurgie, mais aussi après. Par contre, cette ERCP pré-thérapeutique, il ne faut pas qu'elle soit une cause de retard au début du traitement. Alors, comment faire ? Il faut faire des RCP fréquemment, voire hebdomadaires, voire en même temps que sur une même réunion que les RCP post-thérapeutiques. Peu importe. Le tout, c'est de ne pas augmenter les délais de prise en charge, et l'organisation va dépendre de la fréquence et du nombre de cas à avoir dans chaque centre, dans chaque service et équipe. Alors la RCP thérapeutique, là aussi, le rôle du chirurgien, dans de nombreuses situations, la chirurgie première reste prépondérante.
mais il peut être possible de discuter des options thérapeutiques avec des performances similaires. Et donc, bien sûr, ces options thérapeutiques par d'autres méthodes thérapeutiques doivent être discutées au préalable, au mieux avec les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, pour déterminer, en fonction des effets secondaires quantitatifs, qualitatifs, qu'est-ce qui va pouvoir être proposé aux patients, qui peuvent avoir d'ailleurs, bien sûr, participé au choix. Alors, le rôle du chirurgien, bien sûr, il est capital dans la qualité de l'exérèse. Et donc, la discussion lors de la réunion de concertation, cette fois-ci après chirurgie, de la qualité de l'exérèse, des berges d'exérèse ou des marges, du repérage préopératoire, de la pièce orientée, on a vu, ancrée, qui pourra permettre de répondre si les marges et les berges sont suffisantes ou s'il faut une réintervention, et les recoupes qui doivent être orientées, avec un suivi de la morbimortalité dans chaque équipe ou pour chaque chirurgien. Donc il doit déterminer dans la RCP, c'est un rôle prépondérant, est-ce qu'il y a une nécessité de réopération, et puis participer aux décisions de stratégie de traitement adjuvant et l'organisation de la prise en charge adjuvante pour que les rendez-vous soient pris et qu'on n'augmente pas des délais de prise en charge et faire attention à cette prise en charge qui doit être organisée. Le rôle du chirurgien, elle est bien sûr différente suivant les spécialités toutes les spécialités à la RCP doivent être représentées le plus souvent possible, que ce soit les radiothérapeutes, les oncologues médicaux, les anatomopathologistes, les radiologues, les radioisotopistes. Et le compte-rendu de RCP doit s'achever par une conclusion de proposition d'une ou de plusieurs propositions thérapeutiques. Enfin, le chirurgien, il doit être présent à un minimum de RCP dans l'année. Ça paraît basique, mais c'est enregistré et c'est une nécessité. Je passe sur l'organisation de la sortie d'hospitalisation. C'est important et le rôle du chirurgien est capital, y compris au niveau de l'organisation de la surveillance. Ce n'est pas exclusif au chirurgien, c'est global, mais le chirurgien a un rôle important. Je finirai sur les mises en place de financement à la qualité qui est basé sur divers indicateurs, qui est proposé en expérimentation sur quelques pathologies d'intérêt majeur, avec une évolution des financements à la fois sur ce qu'on connaît actuellement, mais sur le paiement à la qualité. Et là, le rôle du chirurgien, il est prépondérant un peu à toutes les étapes. Je vous ai mis des flèches sur là où il a un rôle capital, donc que ce soit bien sûr le diagnostic, le plan de traitement, bien sûr la chirurgie, mais aussi la transparence sur les résultats et les prises en charge de traitements systémiques. Si on prend l'exemple rapidement du sein, les indicateurs, ça va être le pourcentage de biopsie, le pourcentage avant traitement de renseignements sur les récepteurs hormonaux, le HER2, en fonction de l'âge, les consultations en fréquence d'oncofertilité, d'oncogériatrie, et puis les délais de prise en charge de traitement, qui est un élément capital. Bien sûr, la chirurgie, avec le taux d'ambulatoire pour les traitements conservateurs, le taux de reconstruction et le taux d'infection du site opératoire. Bien sûr, le programme personnalisé d'après-cancer qui joue de plus en plus un rôle capital et le chirurgien doit prendre parti à ces propositions. Voilà, j'ai été un petit peu rapide, mais pour la nécessité du temps. Donc, en conclusion, laisse-moi quand même finir. J'espère vous avoir convaincu, mais le tout, c'est de convaincre pas l'auditoire qui est déjà convaincu que le rôle du chirurgien est déterminant pour toute cette prise en charge, l'organisation, les stratégies thérapeutiques, on l'a vu, qui se modifient de plus en plus rapidement et qu'il faut prendre en compte.
Et ça a une importance également pour l'enseignement des plus jeunes, à la fois sur les gestes techniques, mais sur les stratégies. Et je pense que le financement combiné à la qualité, qui est quelque chose qui est en train de s'introduire, mais qui va jouer également un rôle important, on l'a vu avec les seuils. Merci de votre attention. Merci Gilles. Est-ce que vous avez des questions pour Gilles Hufnagel ? Donc là on dit quand même des choses hyper importantes, hein. Aussi bien pour l'Académie que pour la Société française de chirurgie oncologique. On est en train d'aller bien sûr vers la qualité, on est en train d'aller vers l'information maximale des patientes, la préservation de leur fertilité, mais on est aussi en train de regarder ensemble les résultats d'essais cliniques qui confrontent chirurgie versus pas de chirurgie et qui, pour certaines localisations, montrent qu'il y a une telle efficacité, de tels progrès des traitements médicaux, des thérapies ciblées, des antiparp et autres dans chaque spécialité que la place de la chirurgie. Et nous, notre rôle en tant que chirurgien, c'est surtout d'associer, d'accompagner ce mouvement vers plus de preuves, plus d'efficacité. Mais c'est un mouvement qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer. Et si on l'ignore, on peut faire des erreurs. Par exemple, si aujourd'hui un chirurgien prend en charge une femme pour un cancer avancé du col de l'utérus et propose une hystérectomie, il fait beaucoup d'erreurs. Il fait une première erreur parce que la radiothérapie, chimiothérapie sans geste d'hystérectomie améliore la survie. Il fait encore une erreur si jamais il fait une célioscopie versus une laparotomie. Donc ce que disait Christophe tout à l'heure et ce que tu dis aussi sur l'importance que les chirurgiens mettent à jour leurs connaissances, leurs compétences de façon très très régulière, c'est vraiment fondamental. Et on est accompagné en cela par les autorités qui, vous le savez bien, sont en train de réformer le statut d'autorisation, puisqu'aujourd'hui, depuis 2006-2007, en France, c'était une vraie révolution. Tout le monde ne pouvait plus faire de la chirurgie des cancers, mais il fallait travailler dans un centre autorisé. Les autorisations, ce n'est pas les chirurgiens, hein. Il n'y a pas d'autorisation par chirurgien, c'est des autorisations par établissement. Et si vous arrivez, vous, hyper formé, dans un établissement qui n'a pas l'autorisation, vous ne le faites pas. Et on voit que là, en ce moment, en cours, pendant qu'on discute, il y a des réformes sur les autorisations. Donc 10 ans plus tard, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va aller vers, évidemment, un petit peu plus de centralisation, notamment pour certaines pathologies, et tout ça pour le bien des patientes. Donc on aborde vraiment des choses qui sont la révolution de la chirurgie oncologique de demain. Une précision. Donc tout ça, ça va vers de la spécialisation et de l'hyperspécialisation en cancérologie, qui est une bonne chose, qui est une nécessité. Mais attention, comme l'a dit Christophe, il faut que les chirurgiens cancérologues, initialement, ils aient une étape où ils soient formés à faire de nombreux gestes. C'est bien de participer, que les uns et les autres puissent participer, mais il faut quand même que les chirurgiens oncologues, avant de s'hyper spécialiser, aient une phase d'apprentissage global de la chirurgie, quoi. Pas une hyper spécialisation trop précoce. Enfin, à mon sens. De toute façon, tout ça, ça s'accompagne forcément d'une révolution des modalités de formation des jeunes, hein, puisque quand il y a 10 ans, on faisait 25-30 curages chacun pendant un semestre d'internat, qu'il y a 5 ans, on faisait beaucoup de ganglions sentinelles et très peu de curage, et qu'aujourd'hui, on fait plus du tout de curage, et que les essais européens dans le cancer du sein randomisent en fait ganglions sentinelles versus aucun geste. On voit en 10, 15, 20 ans, voilà, donc si on veut que le chirurgien, le jour où c'est nécessaire de faire un curage, ce ne soit pas son premier, il va falloir qu'il soit formé. Il va falloir qu'il soit formé. Donc on se posait la même question au moment de l'arrivée de la célio, en disant les jeunes, ils savent faire de la célio, mais ils ne savent plus faire une laparo. Donc il faut qu'on trouve des nouvelles façons de former avec la simulation, avec d'autres...